Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de Vue d'Europe. Nous sommes aujourd'hui au Parlement européen à Strasbourg. Les députés européens siègent en plénière et donc j'ai deux parmi eux qui ont gentiment accepté mon invitation. Nous avons avec nous aujourd'hui Nicolas Bay. Bonjour. Bonjour. J'ai également à mes côtés Jean-Léon Lacapelle. Bonjour. Bonjour. Donc, sans plus tarder, la première question qui va s'adresser à mes deux invités. Marine Le Pen a présenté la semaine dernière son projet de référendum sur l'immigration. L'Union européenne, avec son nouveau pacte sur l'immigration et l'asile, poursuit des objectifs qui sont totalement opposés en fait à ce que vous proposez. Donc, quelles sont vos observations, vos remarques sur ces deux politiques ? Écoutez, comme vous le dites, Marine Le Pen a en effet, il y a quelques jours, présenté un projet de loi parfaitement ficelé dans le fond et dans la forme sur l'immigration, qu'elle présentera par voie référendaire aux Français si elle est élue en avril 2022, donc l'année prochaine. Ce projet de loi intègre un certain nombre de mesures autour de la maîtrise des flux migratoires, avec des mesures extrêmement fortes comme l'arrêt immédiat de toutes les régularisations des migrants, avec l'expulsion des clandestins qui aujourd'hui n'ont rien à faire sur le territoire français, avec également une révision de la procédure de la demande d'asile et l'obligation qu'elle puisse être formulée dans les consulats ou dans les ambassades des pays d'origine, parce que nous savons qu'aujourd'hui, lorsqu'un demandeur d'asile est débouté, eh bien, il bascule dans la clandestinité, avec des points extrêmement forts également autour de pompes aspirantes qu'elle souhaite aujourd'hui supprimer, avec la suppression de l'AME, l'assurance maladie qui est destinée aux clandestins, qui coûte plus d'1 milliard aux Français, avec la possibilité également de stopper toute cette politique de regroupement familial, cette folle politique de regroupement familial que nous subissons aujourd'hui. Et puis l'intégration dans nos textes aussi d'une priorité nationale, parce que nous estimons qu'il est normal qu'aujourd'hui, que les Français, que nos compatriotes soient privilégiés dans la recherche de logements sociaux, dans l'emploi, comme dans l'affectation d'un certain nombre d'allocations familiales. C'est ce que Marine Le Pen veut faire, elle veut le faire, et puis avec, en clôture du projet de loi qu'elle a présenté, également un point très particulier autour de la protection de la nationalité française, car nous estimons que la nationalité française, elle doit s'hériter ou se mériter, donc elle doit s'acquérir soit par filiation, soit par naturalisation. Et Marine Le Pen, donc là-dessus, légiférera de manière beaucoup plus claire les choses et va supprimer donc le droit du sol, qui est une ineptie dans notre droit législatif, de manière à ce que demain, la nationalité française, elle soit, comme je le disais, soit qu'elle s'hérite, soit qu'elle se mérite. Et donc au final, ce pacte sur l'immigration, le pacte européen, il propose quoi exactement ? Alors, le problème, c'est que nous avons aujourd'hui une Union européenne qui nous propose, au motif d'une baisse de la démographie, qui nous propose en effet de libéraliser toute l'immigration, qui nous interdit toute expulsion des clandestins et qui veut en effet régir et notamment répartir les migrants sous forme de quotas dans les pays européens, ce que nous ne voulons pas. Et je pense que le texte de Marine Le Pen, tout simplement, primera sur cette folle politique migratoire que vous nous imposez l'Union européenne. Nicolas Bay, est-ce que vous avez des remarques là-dessus ? Vous qui êtes membre de la Commission des libertés civiles au Parlement européen, je pense que... La question migratoire, c'est évidemment le sujet prioritaire, d'urgence, où il faut agir. Et la nouveauté dans le projet de Marine Le Pen, c'est d'abord de permettre aux Français de s'exprimer par référendum sur cette question. La dernière fois que les Français ont pu s'exprimer par référendum, c'était en 2005, sur le traité constitutionnel européen. Le vote a été 3 ans plus tard piétiné et adopté par voie parlementaire. Donc permettre aux Français de s'exprimer sur un grand sujet absolument fondamental qui touche à notre identité, à notre sécurité, à nos libertés fondamentales, avec des répercussions considérables, y compris sur notre économie. Ça donnerait, l'adoption par référendum donnerait ensuite une force absolument incontestable, une légitimité au texte qui sera adopté, s'agissant de la réforme du Code de la nationalité, s'agissant des procédures, en effet, de retour vers leur pays d'origine de ceux qui sont entrés ou qui se sont maintenus illégalement, également le non-renouvellement des titres de séjour qui permettrait d'inverser la tendance. Sous Emmanuel Macron, on a eu 400 000 entrées légales par an, c'est-à-dire 2 millions sous le quinquennat. Il faudra évidemment prendre le chemin inverse dans le quinquennat à venir. Et c'est évidemment notre projet. Et puis bien sûr, aujourd'hui, on voit qu'à Bruxelles, il y a une volonté d'aller toujours plus loin, toujours plus d'immigration légale, toujours plus d'immigration illégale. Il y a des États, des nations qui se révoltent, la Hongrie, la Pologne. Ce serait bien que demain, la France, et ce sera le cas si nous gagnons en 2022, soit évidemment au premier rang pour dire non, pour dire que nous devons maîtriser les frontières extérieures, que nous devons rétablir des contrôles à nos frontières intérieures et qu'aujourd'hui, Schengen, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens, ça aboutit à la libre circulation des clandestins, des terroristes et à des trafics en tout genre
qui ont des conséquences dramatiques pour notre continent. Donc finalement, notre projet, à la fois au niveau national et au niveau européen, c'est un projet de fermeté pour en finir avec cette immigration massive, anarchique, subie, et lui substituer la défense de nos frontières, la maîtrise de notre politique migratoire et le retour vers leur pays d'origine de tous ceux qui n'ont rien à faire en France ou en Europe. Donc, vous l'avez dit, Marine Le Pen, lorsqu'elle sera élue présidente de la République, elle donnera la voix au peuple par cette voie de référendum. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il y aura peut-être un petit souci au niveau européen, je veux dire au niveau juridique Alors oui, le principe, vous l'avez dit, c'est Marine Le Pen veut redonner déjà au peuple français le choix de son destin et le contrôle de sa politique migratoire. Et ça, c'est le fait majeur, en quelque sorte, de la philosophie qu'elle souhaite mener. Cela fait 40 ans que nous avons des gouvernements successifs qui ont mené une folle politique migratoire, sans jamais finalement prendre l'avis ou intégrer le consentement des Français, sans jamais non plus intégrer d'ailleurs les conséquences terribles sur la sécurité, sur le terrorisme islamiste, sur le communautarisme, même sur la saturation de nos systèmes de protection sociale. Ce que Marine Le Pen donc veut faire, c'est leur redonner la parole et le choix donc, de leur destin, donc elle le fera par voie de référendum. Et elle veut intégrer également dans la Constitution une suprématie en quelque sorte des textes législatifs français par rapport aux textes européens, aux textes internationaux. Et c'est une sorte de bouclier constitutionnel qu'elle veut mettre en place, à l'instar de ce qu'il se passe en Allemagne, ce bouclier constitutionnel, de manière à ce que nos lois puissent primer sur les lois internationales. Je crois que c'est une très bonne chose qu'aujourd'hui, bien grâce à Marine Le Pen, les lois françaises et que la France retrouve sa liberté et toute son autonomie législative. Voilà un point fondamental, bien sûr, dans le référendum qu'elle proposera aux Français et surtout dans l'évolution de la Constitution qu'elle proposera. Mais vous ne pensez pas que dans ce cas-là, en fait, la France elle risque de se retrouver isolée sur la scène européenne? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que, vous savez, la France est le 6e pays, la 6e puissance industrielle au monde. Je pense qu'il est temps qu'elle retrouve sa voix et son rayonnement. Et je pense que cette soumission à la fois à la politique allemande et à celle de l'Union européenne doit cesser. Et je suis convaincu que l'élection de Marine Le Pen pourra changer quelque chose en interne dans cette Union européenne. Je pense d'autre part que cette déclaration de juillet dernier, vous savez, où 15 partis européens se sont rassemblés de 15 pays différents, se sont rassemblés pour rédiger une convention, une charte, synthétisant en quelque sorte une vision commune de ce qu'ils veulent faire, et notamment la vision de l'immigration sur laquelle ils sont parfaitement coordonnés. Moi, je pense que ceci est la démonstration que nous sommes majoritaires en Europe et que notre vision est majoritaire au moins sur le pôle migratoire. Et nous souhaitons, vous savez, que nous sommes très attachés à cette grande Europe des coopérations, à cette grande Europe des libertés, à cette grande Europe des peuples libres et souverains. Et c'est vers cela que Marine Le Pen, par son élection présidentielle, peut nous mener. Nicolas Bay, il y a deux États qui se retrouvent assez souvent sur le feu des critiques européennes. Je parle de la Pologne et de la Hongrie. Donc violation de l'état de droit, réforme de la justice, manque prétendu de pluralisme médiatique, tout y passe. La semaine dernière, vous avez visité en tant que membre de la Commission des libertés civiles la Hongrie. Quelles sont vos conclusions ? J'ai participé à une mission de la Commission des libertés du Parlement européen. Tous les groupes politiques étaient représentés. C'est une mission qui est une initiative du Parlement européen, qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la procédure de l'article 7, dont je vous rappelle que cette procédure a pour objectif de priver la Hongrie et la Pologne de leur droit de vote au Conseil, au motif qu'il y aurait, je cite, une atteinte systémique à l'état de droit dans ces pays. Cette procédure elle est bloquée parce que le Conseil, dans sa sagesse, a considéré que les assauts de la Commission européenne et du Parlement n'étaient pas justifiés et qu'il n'était pas souhaitable de mettre au banc des institutions européennes deux grandes nations. Mais ça n'empêche pas la gauche, notamment au Parlement européen, avec le PPE comme supplétif, de multiplier les offensives et les initiatives contre la Hongrie et la Pologne, et c'est ce qui nous a conduit à Budapest en fin de semaine dernière. Nous avons eu 3 jours de travail, 25 heures d'audition, 84 personnes auditionnées, représentant aussi bien des responsables politiques, des juges, des journalistes, des membres de la société civile, des associations. Le panel qui avait été choisi par le Parlement européen était relativement déséquilibré. Environ les 3/4 étaient des opposants à Viktor Orban et à son gouvernement, ce qui n'est pas très représentatif de la société hongroise, puisque je rappelle que le Fidesz a obtenu 52% des voix aux dernières élections européennes, ce qui fait du parti de Viktor Orban celui qui obtient les meilleurs résultats de toute l'Europe. Et le gouvernement le mieux élu de toute l'Europe, des 27. Mais ce panel nous a permis donc d'auditionner un grand nombre de personnes. Et en 3 jours,
Pas une seule fois, nous avons eu un élément prouvant, établissant de manière irréfutable qu'il y aurait une atteinte quelconque à l'état de droit. Pas une preuve, pas une victime, pas un coupable, pas une date précise. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous expliquer tout le mal qu'ils pensaient de la politique de Viktor Orban. Ça fait partie du débat politique et ça montre simplement que le débat politique est libre en Hongrie. On nous a expliqué qu'il n'y avait pas de pluralisme médiatique. J'ai eu l'occasion de circuler dans les rues de Budapest, d'aller dans un kiosque à journaux et je me suis rendu compte qu'il y avait plutôt plus de liberté de la presse en Hongrie qu'il n'y en a en France, où à la présidentielle, vous aviez 99% de la presse française qui soutenait Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Et on pourrait multiplier les exemples. Ensuite, on a accusé la Hongrie, depuis des années déjà, de refuser les migrants et de protéger les frontières extérieures. Mais Viktor Orban ne fait qu'appliquer les accords de Schengen, puisque la frontière extérieure entre la Hongrie et la Serbie, c'est une frontière extérieure. Et en protégeant cette frontière-là, en réalité, il protège l'ensemble de l'Europe. Donc on multiplie comme ça des accusations totalement infondées contre la Hongrie. La dernière en date, il s'agit d'une loi pour protéger les enfants contre la pédophilie, qui a été adoptée par le Parlement hongrois et qui incorpore une disposition interdisant la propagande LGBT dans les écoles. C'est un choix politique, mais il n'y a aucune atteinte à l'état de droit là-dedans. La réforme judiciaire mise en œuvre par Viktor Orban vise en réalité à défendre l'indépendance de la justice, à éviter que les juges se cooptent entre eux, se protégeant entre eux et constituent un pouvoir hors de tout contrôle parlementaire ou de tout contrôle populaire. Là encore, ce sont plutôt des mesures de bon sens, des réformes qui sont souhaitables. Et j'entendais la présidente de la délégation la semaine dernière de la commission Libé, Madame Delbos-Corfield, qui est une députée européenne verte, qui expliquait qu'elle était scandalisée parce que le président de la Cour constitutionnelle hongroise était nommé par un vote des 2/3 du Parlement, ce qui oblige d'ailleurs à y associer une partie de l'opposition. Mais je lui ai rappelé simplement qu'en France, le président du Conseil constitutionnel, il est désigné non pas parmi les juristes, mais parmi des responsables politiques, Laurent Fabius en l'occurrence, il est désigné par Emmanuel Macron, le président de la République, de manière unilatérale et sans voie de recours possible. Donc qu'on arrête de porter des accusations à la légère, on s'aperçoit que s'agissant du pluralisme médiatique, s'agissant de la maîtrise des frontières, s'agissant de la défense des valeurs traditionnelles et de la famille, s'agissant des réformes judiciaires, finalement, il y a beaucoup de pays européens qui ont à envier à la politique qui est menée par Viktor Orban, par son gouvernement, et ce qui fait son succès d'ailleurs dans les urnes, puisqu'il dispose d'une très confortable majorité. Donc ce que nous disons en conclusion de cette mission, avec George Buxadé, député européen de Vox, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pendant ces 3 jours, c'est qu'il faut en finir avec ces attaques incessantes, ce harcèlement à l'égard de la Hongrie. Pas une plénière ne se passe ici à Strasbourg sans que nous ayons un débat soit sur la Pologne, soit sur la Hongrie. À chaque fois, ce sont des accusations tout à fait farfelues. Simplement, est menée dans ces pays une politique qui déplaît aux technocrates de Bruxelles. Mais il faut qu'il se fasse à l'idée que les peuples gardent la maîtrise de leur destin et que les nations restent libres et que ce n'est pas des commissaires européens que personne n'a élus, que personne ne connaît et ce ne sont pas 30 000 fonctionnaires de la Commission européenne qui doivent décider à la place des grandes nations souveraines qui composent l'Europe. Nicolas B, justement, vous avez déclaré récemment que le Parlement européen soulevait contre la Hongrie des accusations vides qui servaient de prétexte à une campagne politique contre le gouvernement hongrois. Pourquoi un tel acharnement ? Parce qu'en réalité, Viktor Orban défend une autre vision de l'Europe, que nous partageons d'ailleurs. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec des députés, des ministres du Fidesz. Nous avons une vision commune, une Europe des nations, des libertés et des protections. C'est-à-dire exactement le contraire de l'évolution à la fois fédérale et même au-delà du fédéralisme, de l'évolution vers un État unitaire européen, un État centralisé bruxellois, puisque c'est de cela aujourd'hui dont il s'agit. Ceux qui attaquent Orban et sa politique ou le gouvernement de Morawiecki en Pologne, ce sont les mêmes qui veulent supprimer le principe de l'unanimité au Conseil qui permet à chaque nation de préserver sa liberté. Si on supprime le principe de l'unanimité dans les décisions au Conseil, on aboutira en effet à un État centralisé bruxellois où une petite minorité, sans légitimité démocratique, décidera à la place des peuples. C'est déjà la tendance actuelle de l'Union européenne, c'est une dérive que nous combattons, mais il est évident que si on renonce, si par des modifications des traités, on aboutissait à supprimer le principe de l'unanimité au Conseil, ça en serait terminé de la souveraineté des nations. Or, la souveraineté est à une nation ce que la liberté est à un individu, c'est-à-dire qu'il en serait terminé des libertés. Et c'est intéressant de voir que ce sont les grands pays
d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, qui ont subi jusqu'à il y a une trentaine d'années le joug soviétique, qui ont le plus conscience de cette nécessité de préserver les libertés. Ils savent le prix qu'ils ont eu à payer à la fois lorsque leur liberté a été entravée et la difficulté qu'ils ont eue à recouvrer leur liberté fondamentale pour ne pas accepter aujourd'hui que quelques technocrates dans des bureaux gris à Bruxelles décident comme ça à la place de peuples qui ont pourtant la légitimité pour choisir leur destin. Je suppose que vous êtes l'un des seuls groupes en fait, au Parlement européen qui défend cette vision. Pas tout à fait, parce qu'on s'aperçoit que finalement, dans cette vision d'une Europe des libertés, nous sommes nombreux. Il y a bien sûr le groupe Identité et Démocratie qui comporte 75 députés, mais il y a également le groupe des conservateurs. J'ai eu l'occasion de dire que j'avais travaillé dans d'excellentes conditions avec nos amis espagnols de Vox, et ils sont nombreux dans ce groupe à partager notre vision. Et je pense également aux députés hongrois du Fidesz qui ont quitté le PPE courageusement, par cohérence politique, et avec lesquels, je pense, nous allons multiplier les échanges, le travail commun, les partenariats. Et au-delà de la perspective peut-être un jour de constituer un groupe commun dans l'hémicycle de Strasbourg, nous pouvons d'ores et déjà nous retrouver sur l'essentiel, c'est-à-dire voter ensemble le plus efficacement possible pour éviter que l'Europe connaisse cette tournure de moins en moins démocratique et finalement à l'opposé de nos intérêts fondamentaux. Parce qu'au-delà du fonctionnement de l'Union européenne qui est défaillant et peu démocratique, la question centrale, c'est finalement qu'est-ce que nous défendons pour notre avenir, celui de nos nations et celui de nos enfants. Et on voit bien qu'il y a deux chemins possibles, soit une Union européenne qui restreint les libertés individuelles, qui ne protège plus son marché et ne protège plus ses frontières, soit au contraire une Europe qui respecte les nations, leurs spécificités, leurs singularités, capable de protéger notre marché, notamment contre la concurrence déloyale, et donc arrêter les traités de libre-échange à tout va, et capable aussi de protéger nos frontières, c'est à préserver l'essentiel, notre identité, parce qu'il y a un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça c'est la souveraineté, mais il y a aussi un droit inaliénable des peuples à rester eux-mêmes, c'est à préserver leur identité. Eh bien, la cause est noble. C'est peut-être un pas vers une nouvelle alliance au Parlement européen. On vous le souhaite, en tout cas. Oui, je pense qu'il y a des étapes successives, mais en tout cas, je me réjouis de voir que nous pouvons d'ores et déjà travailler dans d'excellentes conditions avec des députés, des partis politiques qui actuellement ne sont pas dans notre groupe, mais partagent l'essentiel de nos vues. Merci Nicolas B. Merci Jean-Léon Lacapelle. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt au Parlement européen pour un nouveau numéro de Vue d'Europe.